Pensez au nombre incalculable de fois où vous vous êtes dit que vous alliez finir ce travail juste après avoir bu un expresso, et puis 2 heures plus tard, vous êtes toujours en train de faire défiler des vidéos sur les réseaux sociaux sans y penser. Arrêtez de vous voiler la face. Assez d'excuses. Si votre cerveau ne fonctionnait que lorsque les choses sont faciles, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Le vrai problème n'est pas un manque de discipline. Le vrai problème est que votre esprit s'éteint instantanément dès que quelque chose semble difficile. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de motivation ou de carteux, ces conseils clichés qui vous disent de travailler 100 heures par semaine pour réussir. Nous allons plutôt pirater le système, biologique même, qui vous ordonne d'abandonner. Rappelez-vous la dernière fois que vous vous êtes assis pour accomplir une tâche ardue. Immédiatement, votre cerveau a commencé à vous offrir des portes de sortie. Vous vous reconnaissez sûrement dans cette situation. Vous êtes assis à votre bureau, déterminé à avancer sur un projet important. Et là, le mécanisme de défense se déclenche. Votre corps vous envoie des signaux subtils mais puissants. Vous ressentez une légère accélération de votre rythme cardiaque, une boule d'inconfort dans le ventre, et cette petite voix douce dans votre tête commence à justifier votre envie de fuir. Elle vous murmure que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, que vous avez trop travaillé cette semaine, que vous devriez vérifier vos messages juste une seconde, ou que vous ferez cela bien mieux demain après une bonne nuit de sommeil. C'est la même histoire qui se répète encore et encore, transformant vos ambitions en une liste interminable de choses remises à plus tard. Comprenez bien une chose primordiale, votre cerveau n'est pas votre ami, c'est une machine de survie optimisée pour un monde préhistorique qui n'existe plus. Tant que vous ne réaliserez pas cela, vous continuerez de perdre contre lui jour après jour. C'est une vérité inconfortable que l'on ne vous enseigne pas à l'école. Votre cerveau essaie activement de tuer votre potentiel. Ce n'est pas par méchanceté, mais par simple conception biologique. La partie de votre cerveau qui veut construire un projet ambitieux, terminer vos études ou créer quelque chose de significatif, c'est votre cortex préfrontal. Il mène une guerre constante et impitoyable contre votre système limbique. Ce dernier ne veut qu'une seule chose, que vous restiez dans le confort, en sécurité absolue et totalement engourdi par la routine. À chaque fois que vous faites face à une tâche difficile, votre amygdale perçoit un danger et déclenche une alerte. Votre corps se remplit soudainement de cortisol, l'hormone du stress, et votre esprit conscient, cette petite voix qui croit tout contrôler, se démène pour trouver des raisons logiques de tout abandonner. Pour maîtriser cette machinerie interne, il faut d'abord comprendre comment votre cerveau opère au quotidien. Le psychologue Daniel Kahneman a décrit cela comme le système 1 et le système 2. Pour être plus clair, appelons-les par leur véritable nom, l'animal et l'ingénieur. L'animal est rapide, instinctif, purement émotionnel et surtout très économe en énergie. Il prend 95% de toutes vos décisions. C'est cet animal qui vous pousse à faire défiler des vidéos sans fin au lieu de lire un livre. C'est lui qui choisit la satisfaction immédiate et fuit la douleur de l'effort continu. L'ingénieur, de son côté, est lent, méthodique, très logique, mais il consomme une quantité astronomique d'énergie mentale. C'est la partie rationnelle de vous qui analyse ces mots en ce moment même et qui comprend qu'il faut changer. Le grand drame de notre existence est que cet ingénieur n'obtient que 5% du pouvoir de décision global. Pire encore, il s'épuise complètement après seulement 20 minutes de travail cognitif profond. L'animal en vous n'a qu'une seule envie, tout laisser tomber pour aller s'asseoir tranquillement à la terrasse d'un café parisien, profiter du soleil et regarder les passants. Pendant ce temps, votre pauvre ingénieur épuisé vous supplie de rester concentré à votre bureau pour enfin terminer ce rapport administratif complexe et inachevé. Tous les experts en développement personnel et les faux gourous d'Internet vous répètent sans cesse qu'il suffit d'avoir de la volonté et d'être discipliné. C'est une escroquerie intellectuelle totale. Vous ne pouvez tout simplement pas vaincre votre propre biologie avec de la simple volonté. C'est un combat perdu d'avance. Dans une confrontation directe et frontale, l'animal gagne toujours car il contrôle vos instincts de survie les plus primitifs. Croire que la motivation pure suffira à vous sauver est la plus grande illusion de notre époque. La véritable solution réside pas dans la force brute ou la discipline militaire. La clé est d'utiliser une ruse pour contourner le système de l'animal. Il existe une issue secrète, un véritable code de triche pour le cerveau humain. Cela s'appelle la métacognition. La métacognition, c'est tout simplement le fait de penser à ses propres pensées. C'est la capacité de sortir de sa propre conscience et de s'observer comme un scientifique qui étudie un rat de laboratoire. La plupart des gens n'ont jamais eu une seule pensée métacognitive de toute leur vie. Ils sont de simples passagers dans leur propre esprit, totalement identifiés à chaque peur, chaque impulsion et chaque excuse que leur cerveau génère. Vous n'avez probablement pris que très peu de véritables décisions le mois dernier.
Le reste n'était que des réponses automatiques déguisées en choix. Mais comment développer cette compétence fondamentale? Il y a 3 niveaux de maîtrise. Le premier niveau est celui de l'observateur. Vous devez créer une distance psychologique entre vous et vos pensées. Quand votre cerveau dit qu'il n'a pas envie, vous croyez que c'est vous qui parlez. Ce n'est pas le cas, c'est juste du bruit neuronal. L'exercice est le suivant. Quand vous êtes sur le point de faire quelque chose de difficile et que la résistance apparaît, décrivez cette résistance à voix haute à la troisième personne. Dites par exemple, il ressent de la résistance en ce moment, son cerveau génère l'idée de vérifier ses emails, son rythme cardiaque augmente. Cela crée une distance immédiate. Vous n'êtes plus la résistance, vous l'observez simplement. Au niveau des neurosciences, racontez votre expérience à voix haute active votre cortex préfrontal et calme instantanément la réponse de votre amygdale. Vous reprogrammez littéralement votre cerveau en temps réel. Le deuxième niveau est celui du reconnaisseur de schéma. Votre cerveau est prévisible de façon presque pathétique. Vous vous sabotez toujours de la même manière. Pour découvrir vos propres failles, vous devez tenir un journal de résistance pendant 14 jours. À chaque fois que vous fuyez une tâche difficile, notez le contexte avec une précision chirurgicale. Notez quelle était la tâche, quelle excuse le cerveau a trouvé et ce qui s'est passé ensuite. Au bout du 14e jour, l'algorithme de votre échec sera évident. Vous remarquerez vos schémas répétitifs. Il est possible que vous abandonniez toujours après le déjeuner lors du fameux coup de barre de 14 heures. Il est fort probable que vous repoussiez uniquement le travail créatif par peur du jugement, car créer comporte toujours le risque d'être critiqué. Ces schémas sont votre code source, et vous ne pouvez pas corriger un code que vous refusez de lire. Le troisième niveau est celui de l'architecte. C'est ici que vous reprenez le pouvoir absolu sur votre vie. Maintenant que vous pouvez observer vos pensées et reconnaître vos schémas, vous pouvez commencer à concevoir votre environnement cognitif. La majorité des gens essaient de se forcer à travers leurs points faibles. C'est une stratégie complètement stupide. On ne répare pas une machine cassée en lui hurlant dessus. On repense le système pour que la machine ne se casse plus jamais. Si vous savez que vous abandonnez toujours à 15 heures quand votre énergie chute brutalement, ne luttez pas avec votre volonté. Soyez un architecte. Planifiez les tâches difficiles entre 9 et 11 heures du matin quand votre cortex préfrontal est encore frais et disposé à travailler. Si vous savez que votre téléphone est votre point faible, vous ne vous faites pas confiance pour y résister. Vous le mettez dans une autre pièce purement et simplement. Vous désactivez toutes les alertes pour ne pas être happé par les derniers drames futiles sur l'application du journal Le Monde ou par les conversations sans fin et inutiles de vos groupes de discussion. Vous concevez votre environnement de manière à ce que le bon comportement soit beaucoup plus facile à adopter que le mauvais comportement. Vous créez un environnement avec très peu de friction pour les tâches importantes, un environnement très complexe d'accès pour vos mauvaises habitudes. Vous ne cherchez pas à être plus discipliné, vous cherchez à être plus intelligent face à votre propre psychologie. La discipline aveugle est pour ceux qui ne se comprennent pas. L'architecture est pour ceux qui ont compris les règles du jeu. Laissez-moi vous présenter les 4 premières techniques concrètes de cet arsenal pour pirater votre cerveau. Ces méthodes vont tout changer si vous les appliquez réellement au lieu de simplement les écouter. La première méthode est la fenêtre des 5 secondes. Votre cerveau a besoin de 5 à 7 secondes pour générer une rationalisation ou une excuse pour abandonner. Si vous bougez physiquement avant que cette fenêtre ne se ferme, vous contournez entièrement la résistance. Au moment précis où vous pensez à la tâche difficile que vous devez accomplir, comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et agissez. Levez-vous, ouvrez l'ordinateur, prenez vos chaussures, marchez vers votre espace de travail. Ne pensez pas, bougez simplement. Pensez est le moment précis où vos ambitions meurent. La raison pour laquelle cela fonctionne est purement neurologique. Votre cerveau ne peut pas exécuter le programme de la procrastination, le programme du mouvement physique en même temps. En volant le contrôle de votre cortex moteur, vous interrompez la spirale cognitive avant même qu'elle ne commence. La deuxième méthode est l'audit de difficulté. Avant toute tâche difficile, écrivez la difficulté que vous anticipez sur une échelle de 1 à 10. Soyez totalement honnête avec vous-même. Ensuite, réglez un minuteur sur 10 minutes et commencez la tâche. Quand le minuteur sonne, évaluez la difficulté réelle que vous avez expérimentée. Faites cela pour une vingtaine de tâches différentes. Vous allez découvrir une vérité très dérangeante. Votre cerveau surestime systématiquement la difficulté de 3 à 5 points. La chose que vous aviez évaluée à 8 était en réalité un 4. Votre cerveau vous ment en permanence sur la difficulté réelle des choses. Une fois que vous avez des preuves tangibles que votre cerveau est un menteur, vous arrêtez de faire confiance à ces évaluations dramatiques. Vous utilisez des preuves réelles pour dominer vos émotions, et c'est la métacognition en action. La troisième méthode est le protocole de négociation.
Quand une résistance massive apparaît, ne la combattez pas de front car vous perdrez. Négociez avec votre cerveau comme s'il s'agissait d'une prise d'otage. Mieux encore, imaginez que votre cerveau est un syndicat français déterminé à faire la grève générale. Pour que le système recommence à tourner, vous devez faire une petite concession stratégique. Dites-lui que vous comprenez la situation et proposez de faire un effort pendant seulement 10 minutes, après quoi vous pourrez arrêter sans aucune culpabilité. Votre cerveau acceptera généralement cet accord car il semble très raisonnable. Mais voici la sombre réalité, commencer représente 90% de la bataille. Une fois que vous êtes lancé depuis 10 minutes, la résistance s'évapore dans 60-10% des cas. L'énergie d'activation était la seule véritable barrière. Vous ne faites pas un compromis équitable, vous manipulez habilement votre propre conscience pour obtenir ce que vous voulez. La quatrième méthode est l'inventaire d'énergie. La plupart des gens traitent leur énergie comme si elle était infinie et s'étonnent ensuite de s'effondrer à 14 heures. Commencez à suivre votre énergie par bloc de 90 minutes. Évaluez votre énergie mentale de 1 à 10 et notez ce que vous venez de faire. Après une semaine, vous verrez clairement quelles activités vous vident et quelles activités vous restaurent. Ensuite, réorganisez impitoyablement votre journée autour de cette courbe d'énergie. Faites le travail profond quand votre énergie est entre 8 et 10. Faites les tâches administratives sans intérêt quand vous êtes entre 4 et 6. Reposez-vous quand vous tombez en dessous de 4. Cela seul doublera votre productivité car vous arrêterez d'essayer de résoudre des problèmes complexes quand votre cerveau fonctionne à sec. Passons maintenant aux stratégies à long terme pour maintenir et optimiser votre système. La cinquième méthode est la cartographie des déclencheurs. Votre procrastination n'est jamais aléatoire. Elle est toujours provoquée par des signaux environnementaux et émotionnels très spécifiques. Faites une liste détaillée de chaque moment où vous avez repoussé une tâche cette semaine. Cherchez le déclencheur exact qui s'est produit juste avant votre fuite. Cela pouvait être la réception d'un message stressant, une pensée liée à la peur du jugement, le simple fait de marcher à côté de votre lit confortable ou un profond sentiment de confusion face à un problème. Reliez ce déclencheur à votre comportement d'évitement. Une fois que vous voyez clairement cette chaîne d'événements, vous pouvez enfin la briser. Par exemple, si la confusion déclenche votre envie de fuir, créez une règle stricte. Quand vous êtes confus, vous écrivez 3 questions précises, auxquelles vous devez répondre au lieu d'ouvrir un nouvel onglet sur votre navigateur. Vous piratez ainsi votre propre conditionnement biologique. La sixième méthode est l'audit de responsabilité. Les personnes de votre entourage vous rendent soit plus vifs et performants, soit plus faibles et paresseux. La psychologie sociale nous prouve que les comportements et les attitudes sont extrêmement contagieux. Écrivez les noms des 5 personnes avec qui vous passez le plus clair de votre temps. À côté de chaque nom, notez avec une honnêteté brutale si ces personnes élèvent vos standards ou si elles les rabaissent. Cet ami qui veut toujours aller boire un verre quand vous avez un projet urgent à terminer abaisse vos standards. Ce collègue qui se plaint constamment des procédures administratives enseigne à votre cerveau que tout effort est inutile. Vous n'êtes pas obligé de couper les ponts avec eux, mais vous devez impérativement réorganiser votre environnement social. Passez beaucoup plus de temps avec des individus pour qui accomplir des choses difficiles est une norme absolue. Leurs excellentes habitudes métacognitives finiront inévitablement par déteindre sur vous. La septième et dernière méthode de cet arsenal est l'autopsie hebdomadaire. Chaque dimanche, consacrez 30 minutes à l'analyse de votre semaine avec une sincérité implacable. Analysez quelles choses ardues vous avez réussi à accomplir et évaluez votre taux de victoire. Cherchez à identifier la pire excuse, la plus misérable, que vous avez utilisée au cours des 7 derniers jours. Repérez le facteur environnemental précis qui a provoqué votre échec. Ensuite, écrivez noir sur blanc ce que vous allez concevoir différemment pour la semaine suivante. En suivant cette pratique, rigoureusement sur plusieurs mois, vous commencerez à voir émerger de grandes tendances dans vos propres comportements. C'est à cet instant précis que vous reprenez le contrôle total et que vous devenez véritablement redoutable. Voici ce que personne ne vous dit jamais sur la métacognition. Une fois que vous la développez, vous ne pouvez plus ignorer ce que vous voyez. Vous allez regarder les autres inventer des excuses et vous verrez clair dans leur jeu, tout simplement parce que vous avez vu clair dans le vôtre. Vous observerez des gens détruire leur propre vie avec les mêmes schémas prévisibles, et vous ressentirez un mélange étrange de pitié et de mépris. Vous serez assis dans des réunions interminables où quelqu'un dira qu'il n'a tout simplement pas le temps. Et vous saurez intimement qu'il veut dire qu'il n'a pas priorisé cette tâche et qu'il se ment à lui-même sur les véritables raisons de son échec. Vous verrez vos propres amis s'auto-saboter avec une constance parfaite et vous réaliserez que
Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui refuse de s'observer consciemment. Vous comprendrez avec effroi que la majorité des gens traversent l'existence en dormant debout, comme des somnambules guidés par leurs impulsions primaires. Et la vérité la plus dure à avaler sera de réaliser que vous étiez exactement comme eux. Cette prise de conscience est profondément solitaire. C'est le lourd tribut de la lucidité. C'est ici que nous touchons à une vérité purement existentielle. L'éveil est douloureux. Réaliser que vous avez fait tourner un programme défectueux pendant des années, admettre que vous vous êtes caché derrière des justifications pitoyables, c'est une souffrance nécessaire. C'est la douleur inévitable de la véritable maturité. Vous avez le choix entre rester confortablement installé dans une douce illusion ou faire face à une réalité cruelle et agir en conséquence. Il n'y a pas de juste milieu, pas de zone grise où vous pouvez avoir les deux à la fois. Si vous voulez vraiment maîtriser votre esprit, la métacognition doit devenir une véritable philosophie de vie, un art de vivre radical, et non une simple technique que vous essayez un jour où vous vous sentez un peu motivé. Le confort absolu est l'ennemi de tout ce que vous aspirez à devenir. Ce n'est pas une méthode magique qui rendra les choses difficiles faciles. C'est un outil puissant qui rend les choses difficiles enfin possibles. La différence est monumentale. Vous ressentirez toujours cette envie primale d'abandonner face à la difficulté. Mais vous verrez ces moments arriver de très loin. Vous les reconnaîtrez pour ce qu'ils sont réellement et vous aurez le système mental nécessaire pour avancer malgré tout. La conscience non observée est une prison. L'observation attentive est la clé unique de votre liberté. Il est temps de faire face à une vérité inconfortable. Vous avez regardé d'innombrables vidéos et lu des dizaines de livres en vous promettant que cette fois-ci serait différente. Le problème n'est pas le manque d'informations, mais votre refus de vous observer avec une honnêteté brutale. Vous pouvez regarder cette vidéo en hochant la tête, vous sentir inspiré pendant 20 minutes, puis ne absolument rien faire. La plupart d'entre vous vont fermer cette page et retourner à leur petite routine des demain en se demandant toujours pourquoi la vie semble si difficile. Votre cerveau est une machine, et comme toute machine, il peut être compris, optimisé et contrôlé. Mais cela n'arrivera que si vous êtes prêt à faire ce que 99% des gens refusent catégoriquement de faire. C'est-à-dire, vous regardez dans le miroir sans scier. Arrêtez de vous demander pourquoi vous n'arrivez pas à faire les choses. Commencez plutôt à chercher quel programme interne est en train de tourner en ce moment précis et comment vous pouvez l'interrompre. C'est cela la métacognition. C'est cela le véritable pouvoir. C'est ainsi que vous cessez d'être un simple passager pour devenir le pilote absolu de votre existence. La majorité des gens ne feront jamais cet effort. Ils continueront de blâmer les circonstances extérieures, la malchance, l'économie ou les autres. Ils resteront bien au chaud dans leur propre confusion. L'algorithme de cette plateforme ne veut pas que vous regardiez des vidéos qui vous demandent de réfléchir et de fournir un effort douloureux. Il préfère vous garder docile, engourdi, prouvez-lui qu'il a tort, prouvez à vous-même que vous n'êtes pas un simple consommateur de contenu vide. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause dès maintenant, ouvrir un document vierge et commencer votre journal de résistance. Engagez-vous pour 14 jours d'observation implacable. Si vous commencez réellement ce journal aujourd'hui, laissez un commentaire avec les mots jour 1. Nous verrons bien qu'il est vraiment sérieux dans sa démarche et qu'il n'est qu'un simple touriste du développement personnel. Ne rien choisir est une décision en soi. C'est choisir de rester exactement là où vous êtes, dans la médiocrité rassurante de l'inaction. L'esprit non observé est une prison. L'observation est la clé de la sortie. La balle est dans votre camp, c'est à vous de voir.